cette petite île, dans les Caraïbes, que tant de bons esprits jugent en la comparant à la Suisse ou à la France, exigeant du régime qu'il parvienne aux performances que dans notre pays nous ne sommes plus capables de tenir envers les pauvres, les déshérités, les mal logés. Cuba, si petite. Cuba, si on va encercler. Cuba, toujours présente, la première à l'appel de Fidel. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, un ouragan, une tornade, qui sont les premiers arrivés? Les médecins cubains. Toujours. Je voudrais conclure sur 2 éléments. Ouais. Impuissant, déchu. Vous avez entendu son avocat tout à l'heure dans notre journal de 8h avec Mathieu Belliard, Carlos Ghosn. Est-ce que malgré tout, malgré ce que vous pouvez penser d'épuissant, est-ce que vous vous dites un traitement comme celui-ci au Japon, ce n'est pas normal? Qu'il se défende, Bien sûr. qu'il se défende honnêtement. Mais Madame Mabrouk, je vous le dis très clair et net, les droits de l'homme et les droits de la défense ne s'appliquent pas en fonction de critères de classe. Donc Monsieur Carlos Ghosn y a droit comme tous les autres. La maltraitance à laquelle s'est livrée la justice japonaise est inacceptable. Je le dis pour lui comme je le dirais pour d'autres. Ça n'est pas une affaire de classe, les droits Carlos de l'homme. Ghosn a donc été maltraité et il faut prendre ça en écoutez, compte. Il a eu raison de c'est partir. Mais c'est ce qu'on a lu partout. Et puis après, vous connaissez un être humain qui n'essaye pas de s'échapper quand on le maltraite? Ça n'existe pas. Alors pourquoi lui serait le seul être humain à notre connaissance à qui ça serait indifférent d'être maltraité? Vous savez, quand mes amis s'évadent des prisons des dictateurs, je ne leur dis pas, écoutez, vous devez respecter la loi, retournez-y. C'est important, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas à géométrie variable par rapport ni aux classes, ni au statut, ni en fonction de chacun. C'est important de l'entendre aussi. C'est la base de l'humanisme. L'être humain a des droits qui sont des droits non négociables et ça s'applique à tout le monde. Mais après, comme ce sont des droits égalitaires, ça veut dire que tout le monde est égal. Jean-Luc Mélenchon était-il à l'anniversaire d'Éric Zemmour avec Ricky Martin? Bah oui, c'est une vraie question, il y a même une vraie réponse. Donc on nous a posé cette question parce que c'est écrit dans un bouquin qui vient de sortir sur Mélenchon Oui. et que ça a commencé à pas mal tourner en ligne. Alors c'est quoi ce livre? Alors ça s'appelle Mélenchon au port du pouvoir, ça vient d'être publié aux éditions First, c'est écrit par une journaliste du Point et un journaliste indépendant Oui. et ça raconte comment Mélenchon s'organise pour conquérir le pouvoir. Sont donc ces 2 journalistes qui racontent que Jean-Luc Mélenchon était à l'anniversaire d'Éric Zemmour avec Ricky Martin. Non, je peux pas m'en lasser, je peux faire la journée. Hein. Ouais. Donc oui, c'est écrit page 13 dans l'avant-propos du livre. On peut lire à propos de Mélenchon: celui qui dénonce le jour les belles personnes ne s'interdit pas dans le même temps de s'afficher à la fête d'anniversaire d'Éric Zemmour en compagnie de Jean-Christophe Cambadélis, Ricky Martin et même Patrick Balkany. C'était quand cet anniversaire? Alors c'est pas précisé dans le bouquin, mais on a retrouvé un papier de l'Express en 2009 qui parlait du même anniversaire. Et qui disait quoi? Qu'en 2008, Zemmour avait effectivement fêté ses 50 ans dans un château sur le thème de Napoléon et qu'à cette soirée, Cambadélis trinquait avec Henri Guénaud sous le regard attendri de Dick Rivers. Attends, parce que là j'ai l'image en fait. Mais là on n'a toujours pas de Jean-Luc Mélenchon dans le papier de l'Express alors. Ben non, pourtant les deux, le livre et le 2009, papier de l'Express, partent clairement de la même soirée. Du coup, on a appelé Mélenchon pour lui demander s'il était à l'anniversaire de Zemmour avec Ricky Martin. T'as dû te faire recevoir. Hein. Ah oui, non, alors en fait on a assuré, on est passé par son attachée de presse Juliette Prados, prudent. qui en savait rien du tout et qui visiblement avait pas très envie non plus de lui poser la question. Du coup, on a appelé Jean-Christophe Cambadélis, qui est le seul nom qui revient dans le bouquin et dans l'article de l'Express. Et alors qui a complètement confirmé que Mélenchon était à cette soirée, qui nous a même raconté qu'à l'entrée de cet anniversaire, des soldats déguisés en Napoléon avec des tambours accueillaient les invités. Oh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi lui, comme Jean-Luc Mélenchon, était à l'anniversaire d'Éric Zemmour? En fait, il a insisté sur la date qui n'est pas précisée dans le bouquin et pourtant c'est super important. Bah oui, bien Parce que sûr. si aujourd'hui Mélenchon à l'anniversaire de Zemmour, ça fait un peu bizarre. En 2008, c'était beaucoup moins le cas. Cambadélis le reconnaît lui-même. À l'époque, Zemmour était beaucoup plus fréquentable. Il était encore journaliste politique au Figaro et chroniqueur depuis 2 ans dans l'émission On n'est pas couché, ce qui lui permettait d'avoir un solide carnet d'adresses. Et surtout, à l'époque, il n'avait pas encore été condamné pour provocation à la discrimination raciale ou provocation à la haine envers les musulmans. Et de son côté, Mélenchon était encore au PS, un PS qu'il allait quitter quelques semaines plus tard au cours du congrès de Reims. Bon, voilà qui est clair pour l'éthique, pardon, mais j'y reviens. Ricky Martin. Est-ce qu'il était à l'anniversaire? Bah oui. Bon, allez, on va répondre. Alors, attends, on a si publié Ricky Martin est l'article. déguisé en Bonaparte, moi
Je veux la photo, quoi. Alors, quand on a publié l'article, on n'en savait rien. Et on n'a pas poussé le vice jusqu'à contacter Ricky Martin. C'est parce dommage. Que dans la même c'est soirée, dommage, je te le dis. Mais quelques heures après avoir publié le papier, on a reçu un coup de fil de la part d'un des 2 auteurs du livre sur Mélenchon qui nous appelait pour nous avertir qu'il avait confondu Ricky Martin et Dick Rivers. Et on a eu un autre message donc d'Ariane Chemin, la journaliste du Monde, pour nous dire que Le Monde avait déjà parlé de cette affaire, de cette soirée en 2014 en mentionnant Mélenchon. Oui. Du coup, maintenant, on peut le dire avec certitude, en 2008, Mélenchon était bien à l'anniversaire d'Éric Zemmour, sans Ricky Martin, mais avec Dick Rivers. J'ai envie de te dire, Robin, on fait un beau métier. Ah oui, super. Extraordinaire. Mais on imagine, si vous avez des photos, si vous étiez à cette soirée d'anniversaire, si vous avez des photos de Dick Rivers ou de Jean-Luc Mélenchon ou de Jean-Christophe Cambadélis habillé, déguisé en Bonaparte, s'il vous plaît, envoyez-les nous. C'est le moment. Allez, checknews.fr. L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a donc donné hier à Beyrouth une conférence de presse dans laquelle il a dénoncé le système judiciaire japonais. Il était retenu là-bas depuis 1 an. Il se dit victime d'un coup monté de Nissan et des autorités japonaises. Et je rappelle qu'il est poursuivi pour malversation financière. Vous, Marine Le Pen, qui rappelez sans cesse la présomption d'innocence, est-ce que vous trouvez qu'il a bien fait de s'enfuir ? Alors d'abord, permettez-moi d'exprimer mon respect de la souveraineté des États, et notamment de leur système judiciaire. Donc il n'y a aucune raison de ne pas respecter le système judiciaire japonais, mais dans le même temps, on est obligé de constater quand même que leur notion de la présomption d'innocence est très différente de la nôtre, et que les conditions que nous nous accordons à considérer comme minimales en France du respect des droits de la défense ne sont pas les mêmes au Japon. Et je m'étonne d'une chose, c'est que face à des conditions de détention et peut-être des droits de la défense qui ne sont pas aussi corrects qu'en France, qu'a fait la France ? C'est-à-dire, qu'a fait l'aide consulaire qui normalement doit être apportée à tout Français. Le gouvernement n'a strictement rien fait pour pouvoir prendre attache avec le Japon pour que le respect des droits de la défense de M. Ghosn, qui est un Français... Vous diriez que la France l'a abandonné d'une certaine manière ? Je crois que la France l'a abandonné. On connaît très mal, nous ici en France, évidemment, le système judiciaire japonais. Est-ce qu'il est plus strict que le nôtre ? Est-ce qu'il est plus sévère ? Est-ce que Carlos Ghosn, pour être clair, a une chance de sortir de cette situation ? En fait, c'est parce que le système est très différent. Oui. Parce qu'au Japon, vous, dans le système français, vous avez finalement un juge d'instruction. C'est-à-dire en cas de M. Ghosn, d'abord il y a le garde à vue, quelques jours. Après, il y a une longue période d'interrogatoire avec le juge d'instruction. Au Japon, il n'y a pas de juge d'instruction. C'est-à-dire Carlos Ghosn, actuellement, il est garde à vue, mais garde à vue directement devant le tribunal. Oui. C'est-à-dire, en fait, la durée d'investigation au Japon est très raccourcie. En France, dans son cas, il peut avoir 1 ou 2 ans pour avoir terminé l'investigation. Après, soit on fait laisser liberté ou envoyer devant le tribunal. Mais au Japon, c'est garde à vue. Pendant ce temps-là, le procureur doit faire toutes ces interrogations et décider est-ce qu'on va devant le tribunal ou relâcher. C'est-à-dire c'est très court. Pour ça, c'est aussi la condition est assez dure. Parce que pendant ce temps-là, les procureurs sont très pressés et stressés parce qu'il faut décider. S'il n'arrive pas à conclusion, il doit abandonner ce cas. J'ai lu que le taux de condamnation au Japon, et je crois même que c'est vous qui l'avez dit, était de presque 99%. Non, plus que 99,9%. Le taux de condamnation au Japon. Taux de condamnation. Alors pardon, mais en tant que Français, je me pose une question. Y a-t-il une vraie justice ? Non, au fait, au Japon, le procureur qui décide quelqu'un qui est arrêté, qui est coupable, mais ils ont la discrétion de soit envoyer devant le tribunal ou soit relâcher. C'est-à-dire, on fait la sélection d'abord, que c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être condamné, on envoie, et le taux de finalement relâchement, ça c'est à peu près 60% ou 70%. C'est-à-dire seulement le cas, 30% qui vont devant le tribunal. C'est-à-dire le procureur est très sûr. Ça veut dire que si Carlos Ghosn va devant un tribunal, il a quasiment toutes les chances d'être condamné. C'est ça qui sera déterminant en fait. Voilà.
voilà, une fois devant envoyé au tribunal, ça veut dire procureur a plus de 99% de chances de gagner. On a aussi été assez surpris par le traitement réservé à Carlos Ghosn, menotté, une corde autour de la taille, des chaussons en plastique aux pieds. Ça, c'est le sort réservé à tous les accusés. Tous les accusés, oui, tous les détenus sont de cette façon. Oui. Et les conditions de détention qui sont aussi très rudes. Pendant longtemps, Carlos Ghosn n'avait pas eu de chauffage, pas de vrai lit, 3 bols de riz par jour. Il a perdu apparemment une dizaine de kilos d'après son fils. Ça aussi, ce sont des conditions de détention réservées à tous les accusés, quels qu'ils soient au Japon? Oui, tous les accusés, mais je crois qu'en cas de M. Ghosn, il a un peu de traitement de faveur parce qu'il avait une cellule individuelle. Normalement, c'est une cellule finalement mixte de plusieurs personnes. C'est beaucoup plus dur. Et puis, apparemment, il a eu un lit. Normalement, il n'y a pas de lit c'est finalement un matelas par terre au Japon, système. Ça veut dire que les gardés à vue dorment sur le sol. Ils sont gardés à vue, ils ne sont pas encore coupables, ils n'ont pas été jugés, mais ils dorment sur le sol et ils sont détenus comme ça. Mais au Japon, il n'y a pas de lit. C'est le matelas, voilà, c'est le système japonais. Mais Carlos Ghosn, je pense qu'il a eu un lit. Ouais. Voilà. C'est-à-dire un peu de traitement de faveur. Mais par exemple, nourriture, oui, tous les détenus sont les mêmes. Mais je pense que c'est équilibré, mais il n'y a pas de luxe. C'est sûr. Est-ce qu'il y a même une sévérité particulière quand il s'agit d'affaires de détournement de fonds ou de fraude fiscale, comme c'est le cas pour Carlos Ghosn? Non, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de traitement différent. Ouais. Alors, je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est le résultat, effectivement, de toute une suite d'événements qu'on n'avait pas remarqués les uns et les autres, mais qui se sont accumulés. Au moment où ça s'est passé, Ghosn était détesté par tout le monde. Mais ça, personne ne l'avait véritablement compris. On dit quand même qu'au Japon, c'était un véritable dieu vivant. Ah oui, parce que quand il a été envoyé en mars 1999 au Japon pour redresser Nissan, Nissan était en perdition. Parce que maintenant, on parle de Nissan, sa position très importante, mais Nissan était en perdition. Il a été envoyé là-bas. Et la surprise générale des Japonais, qui ne pensaient pas qu'un étranger était capable, un gaji, comme ils disent, était capable de redresser une boîte japonaise, en 3 ans, il a redressé la société. Donc ça a été un triomphe. Du coup, c'est devenu un héros de manga, comme on dit là-bas. C'était le père spirituel. Ils ont même dit qu'il devait être ministre de l'Industrie. Enfin, on était dans le fantasme. Donc il était devenu un personnage étonnant et ça marchait très bien. Et puis, les choses se sont gâtées assez vite. Parce que d'abord, il a commencé à voyager par son métier, puisqu'il fallait qu'il tourne dans le monde entier. Mais il tournait vraiment beaucoup, puisqu'à la fin, il était en dehors du Japon à peu près 280 jours. Et on dit qu'il passait 240 nuits dans les avions. Donc ça, à peu près, ça montre qu'il se déplaçait beaucoup. D'un autre côté, il a aussi commencé à avoir un caractère de plus en plus difficile. Enfin, il a eu progressivement un caractère de plus en plus difficile, de plus en plus dictatorial. Et même au Japon, il trouvait qu'il était abusif. C'est pas peu dire. Et enfin, il a commencé à vivre en menant un train de vie démentiel parce qu'on s'est aperçu qu'il avait un amour de l'argent immodéré. Votre rémunération, elle a fait polémique l'an dernier. Les actionnaires, d'ailleurs, n'ont pas voté votre rémunération, qui était de plus de 7 millions d'euros pour Renault. Cette année encore, le sujet va se présenter. Vous comprenez que ça choque ? Écoutez, les actionnaires se prononceront cette année. L'année dernière, c'était consultatif. Et cette année, ce sera aussi consultatif sur la rémunération 2016. Par contre, il y aura une politique qui sera annoncée, qui devra être acceptée par les actionnaires pour les années qui suivent, c'est-à-dire pour 2018, etc. Bon, il y a un comité des rémunérations qui travaille du côté de Renault, qui a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi un certain nombre de fonds ont voté contre, qui ont fait des corrections, ils ont amené ces corrections, nous verrons bien au vote de l'Assemblée 2017. Et votre rémunération, elle va augmenter ou baisser ? Écoutez, ça dépendra des résultats de l'entreprise. Mais comme ils sont bons, ça va augmenter. Ce serait logique, ce serait quand même surprenant que si les résultats sont records, la rémunération du patron de l'entreprise diminue. Ce serait quand même un peu inverse à la logique. Comme il ne serait pas logique que si les résultats ne sont pas bons, la rémunération augmente. Mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Ça, c'est un autre sujet. Ça ne nous regarde pas ? C'est un sujet personnel. Mais vous comprenez que ça choque ? Le sujet, comme vous le savez, est circonscrit en France. C'est un sujet que je prends très au sérieux, que le comité des rémunérations prend au sérieux, et nous avons fait des modifications en conséquence. Merci beaucoup d'avoir... Qui faisait qu'il avait des dépenses
dans le cadre de la société qui dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors tout ça, ça a effectivement exaspéré les Japonais. Et il y a eu un dernier point, il ne faut pas oublier, parce que c'est la clé de la première partie de cette affaire, c'est que l'année dernière, Nissan n'a pas eu de bons résultats. Et il a laissé son directeur général, Hiroto Saikawa, qu'on va retrouver après, tout seul face à la presse et à tout le monde pour justifier les mauvais résultats. Et son directeur général a jugé que son patron l'avait abandonné en race campagne. Et pour lui, japonais, c'était une humiliation absolue. どんなことを言うのかなと思ったんですけど、ちょっと拍子抜けしましたね。これは信頼してた上司ですからね、一回大きく裏切られたわけですよね。今回またね、そういう意味では2回目に大きく裏切られたなというそういう感覚ですね。Il lui avait fait perdre la face, ce qui explique beaucoup de choses sur ce qui s'est passé cette année. Alors, en France, tout le monde se rappelle qu'il y avait déjà eu un combat contre un certain ministre de l'économie et des finances qui s'appelle Emmanuel Macron, si je ne m'abuse, enfin qui à l'époque était ministre et qui n'acceptait pas sa volonté d'augmenter son salaire déjà énorme. Oui, il faut se souvenir à l'époque que Carlos Ghosn, si on cumule son salaire français et son salaire japonais, était de très loin l'homme le plus payé de tout le CAC 40 français. Et même déjà avec simplement sa rémunération française, il était déjà numéro 2. Donc ça a exaspéré l'État au moment où l'État avait justement décidé de limiter à 450 000 € les salaires des présidents de sociétés étatiques, ou du moins dans lesquels l'État avait un intérêt. Donc de ce côté-là, le gouvernement était furieux quand il a demandé une augmentation, et le gouvernement pour arriver à le coincer, parce que le problème c'est que l'État français n'avait que 15% des droits de vote, puisqu'il était actionnaire à 15% de Renault, l'État français a doublé ses droits de vote, parce qu'il avait le droit de le faire dans le cadre des statuts, ce qui a mis, bien sûr, les Japonais en furie, parce que les Japonais ont dit « mais c'est de l'abus de pouvoir des Français par rapport à nous », et du coup, les Japonais ont négocié, et ça on ne l'a appris que récemment. Les Japonais ont dit « bon, on veut bien admettre que pour bloquer Ghosn, vous doubliez vos droits de vote, mais la contrepartie, c'est que vous allez nous redonner le pouvoir chez Nissan. Nissan redevient autonome au niveau du management. » Et là, on a, avec cet aspect-là, et l'humiliation du directeur général de Nissan avant, on a les clés du démarrage de l'affaire telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. En fait, on s'aperçoit que Carlos Ghosn s'opposait à tout le monde. Oui, alors absolument, parce que si on prend les Français, il voulait, en dehors de son salaire, il voulait avoir les mains libres. Alors, il avait cherché à se faire une alliance avec les Américains pour fusionner les sociétés, et à ce moment-là, dire aux Français, vous ne représentez pas grand-chose. Avec Nissan, il a essayé de faire la même chose quand il a repris Mitsubishi. Il a repris Mitsubishi et il a dit aux Français et aux Japonais, on va faire une grande société où il y aura fusionné Nissan, Mitsubishi et Renault. Nissan était le grand perdant de l'affaire, parce que si on fusionnait les trois, eux n'étaient pratiquement plus rien. Les Français, curieusement, parce qu'ils n'étaient pas gagnants, n'ont rien dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand même, pour les Japonais, comme c'était inacceptable de voir Nissan être dilué dans une affaire comme ça, dans un rapprochement comme ça, ils ont cherché par tous les moyens à faire tomber Ghosn. Donc il y avait l'État japonais qui voulait le faire tomber à cause du rapprochement, l'État français qui ne lui pardonnait pas son salaire, et les gens de Nissan qui disaient « il est insupportable, il faut qu'on s'en débarrasse ». Donc tout était mis en place pour ce qui est arrivé. Quand vous êtes patron en France, vous êtes déjà un peu un paria, quoi. Un paria privilégié, mais vous êtes un paria. Je dirais, le patron est un mal nécessaire. On ne sait pas faire sans les patrons. Si on pouvait se passer des patrons, je pense qu'on l'aurait déjà fait depuis longtemps. On ne peut pas en passer. Et donc, c'est des gens qui sont mal aimés. Et donc, vous devenez un paria. Moi, je ne demande pas à être au-dessus des lois, mais je ne peux pas accepter d'être en dessous des lois. Ce que je souhaite, c'est qu'on me traite comme un citoyen, comme les autres. Et je pense que ce que Mme Le Pen a dit d'un côté et ce que M. Mélenchon a dit de l'autre côté, c'est exactement ça. Un Français est un Français, qui ne peut pas être au-dessus de la loi, mais il ne peut pas être en dessous de la loi. Espero que ninguno de ustedes se desanime lo mismo. A luchar hay que luchar todos, hasta la última gota de sangre defendiendo la revolución, si el país es agredido. Pero es muy bueno esto.
Tu n'es qu'un chien de garde capital, idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres. Collabore.